et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. C'est la dernière émission de la saison. Et oui, le temps passe tellement vite, mais voici sans plus tarder le sommaire et le programme de ce 23e et dernier numéro. Ça pique en boîte de nuit et en concert. Plus d'1 millier de plaintes ont été déposées depuis février. La Moselle, elle aussi, n'est pas épargnée. Est-ce une simple psychose ou faut-il réellement s'inquiéter du phénomène? La Fédération des étudiants de Lorraine appelle les autorités à agir pour mettre fin à ces agressions croissantes. On en parlera avec son président Enzo Zudas. On écoutera également le témoignage d'Amélie. Alors qu'elle était en boîte de nuit avec ses amis, elle s'est fait piquer à l'avant-bras. Retour sur cette soirée quelque peu mouvementée. À Forbach, cet été, ils vont s'initier au monde de l'entreprise. 15 jeunes participent à la coopérative jeunesse de services de Sarthe-Moselle. On vous en dit plus avec Nicolas Rizzio. Et puis en fin d'émission, notre parcours de vie nous emmènera à la rencontre de Nicolas Zimmer, élève éducateur de chien guide. Sa mission est de dresser un chien en 10-12 mois pour permettre à une personne aveugle ou malvoyante de gagner en autonomie. Il est avec nous en plateau et avec son chien Charcot pour une démonstration en toute fin d'émission. Voilà pour le sommaire, 100% jeunesse. C'est parti, let's go! Et on commence avec ce sujet qui prend de l'ampleur, les piqûres en boîte de nuit, en concert. Est-ce une simple psychose ou faut-il réellement s'inquiéter du phénomène? C'est en tout cas la grande question. Et commençons avec cette question. Est-ce que les deux Nicolas et Enzo Bonus, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce phénomène des piqûres en boîte de nuit et lors des concerts? Nicolas. Alors pour le coup, oui, j'en ai beaucoup entendu parler, surtout ces derniers temps. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu la une de l'actualité. Ouais. Nicolas numéro 2, ça va être le surnom de l'émission. Effectivement, pour Nicolas numéro 2, c'est la même chose. On en a entendu déjà souvent parler, et puis même étant encore étudiant, j'ai pu être confronté à ce genre de choses-là pour des amis. Donc ouais, c'est malheureux que ce soit dans l'actualité, mais il faut en parler. Est-ce que ça vous inquiète, vous, personnellement? Est-ce que vous y allez confiant en soirée? Pour le coup, oui. Je pense qu'en plus, en tant que garçon, on y est un tout petit peu moins confronté que les filles, malheureusement. Mais pour le coup, ouais, ça pousse à rester super vigilant et ça peut, pour le coup, faire passer une mauvaise soirée à certaines personnes. Est-ce que ça t'inquiète, toi, justement, Nicolas, qui a des amis qui ont vécu un petit peu ces calvaires de piqûres? À titre personnel, non. J'ai aussi cette sensation, moi, d'être plutôt en sécurité quand j'y vais, mais après, on reste toujours vigilant et je m'inquiète plus, on va dire, pour certains amis qui ont cette tendance à être moins vigilants là-dessus et à profiter de leur soirée. Enzo, toi, tu es président de Fédélor, la Fédération des étudiants de Lorraine, cette association qui appelle justement les autorités à agir pour mettre fin à ces agressions qui commencent à augmenter de jour en jour. On va peut-être recontextualiser. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces boîtes de nuit, dans ces concerts? On parle de piqûres, mais c'est quoi concrètement ce qui se passe? Alors, ce qui se passe en réalité, c'est que pendant les soirées étudiantes ou même des soirées où il y a la jeunesse de manière générale, il y a de plus en plus de personnes qui sont victimes d'agressions, ce qu'on appelle chimiques. Donc, avec soit du GHB ou autres substances illicites qui vont être déposées dans leur verre sous différentes formes. Ça peut être liquide, ça peut être des cachets. Mais de plus en plus, là, on les voit apparaître des piqûres de substances illicites qui sont évidemment délivrées à l'insu des victimes et qui les mettent dans des états seconds, souvent pour les agresser sexuellement. Alors, le scénario, c'est lequel? Comment que ça se passe? Parce que j'imagine que vous êtes en boîte de nuit, vous êtes dans un concert, vous êtes en train de vous ambiancer, faire la fête. Et là, vous avez à côté de vous quelqu'un qui va s'amuser à vous piquer. C'est quoi? C'est le défi, la personne qui va arriver à piquer le plus de personnes dans la soirée? On ne sait pas encore effectivement les motivations qui poussent ces agresseurs à agresser les victimes. Ce qu'on sait, c'est que ça vient de Grande-Bretagne. C'est un phénomène qui est apparu au début de l'année universitaire. Et puis, voilà, il y a plusieurs problèmes sur ce type d'agression chimique. Le premier étant que les victimes ne le sentent pas forcément en fait, quand elles se font piquer. Ça arrive quelques minutes un petit peu après. Et puis, souvent, les traces, les œdèmes arrivent le lendemain. Donc on a du mal en fait à identifier quand est-ce qu'on s'est fait agresser chimiquement. Aujourd'hui, on parle beaucoup des bars dansants, des boîtes de nuit et des concerts. Et vous, justement, vous alertez les autorités en ciblant quand même le monde de la nuit. C'est là que ça se passe concrètement? Ça se passe dans le monde de la nuit, mais nos associations étudiantes y ont été confrontées, effectivement. Moi, toutes les semaines, j'ai des retours d'associations étudiantes qui organisent des événements festifs, mais ça peut être aussi des galas, ça peut être juste des petits rassemblements, que ce soit dans des bars ou dans des locaux qui ne sont pas forcément des débits de boissons, ça arrive et de plus en plus. Et effectivement, moi j'ai interpellé le monde de la nuit, mais aussi les collectivités territoriales, parce qu'il existe pas mal de dispositifs aujourd'hui pour lutter contre ces agressions, mais ils ne communiquent pas entre eux en fait. On va poursuivre justement notre entretien, mais avant, je vous propose d'écouter le témoignage d'Amélie. Cette Parisienne était en soirée il y a quelques jours avec ses amis quand elle constate qu'elle vient tout juste de se faire piquer. Que s'est-il concrètement passé? Eh bien, le mystère plane toujours. Écoutez. Je ressens une vive douleur dans mon avant-bras droit.
Vraiment une douleur très rapide, très vive et je me dis oh, qu'est-ce qui vient de se passer et j'essaie de comprendre, je regarde mon bras, je vois que je saigne. Ça pouvait pas être autre chose que une piqûre. En fait, j'avais vraiment un tout petit trou rond et je saignais, donc ça veut dire que c'était assez profond pour que je saigne. Et je comprends du coup que je viens de me faire piquer, donc j'ai direct demandé à mon ami de rester avec moi et de pas me lâcher pour être sûre d'être en sécurité. Ça a été un peu la panique dans ma tête, je me suis dit ça se trouve là je vais m'évanouir, je m'attendais à tout et à rien. Je savais pas du tout ce qui allait se passer. Je me suis rendue aux urgences où j'ai été prise en charge, j'ai fait des analyses. Sur le coup, j'ai ressenti aucun symptôme, j'ai pas fait de malaise. Je me suis sentie un petit peu bizarre, mais je pense que c'était le fait d'avoir de l'adrénaline plus l'effet placebo parce que je savais pas si on venait de m'injecter quelque chose. Ils m'ont expliqué que c'était pas un phénomène isolé, que ça devenait courant, qu'ils avaient beaucoup de plaintes ces derniers temps. C'est vrai que ça m'a quand même marqué. Après, je veux vraiment pas vivre dans la psychose parce que je pense que c'est ce que les gens cherchent, enfin les gens qui piquent, je pense que c'est ce qu'ils recherchent, à faire peur aux gens, à recréer de l'anxiété. Donc moi, je continue à faire attention. Si j'avais un conseil, ce serait de faire attention à sa consommation, de rester lucide, parce que c'est vrai que si j'avais bu de l'alcool ou consommé quoi que ce soit, je pense que j'aurais peut-être pas pu sentir comme j'ai senti, vu que les sensations sont altérées. Même avant ces histoires de piqûres, il y a toujours eu des histoires en soirée de GHB dans le verre, de soumission chimique, d'agression. Donc moi, je vais continuer à sortir et par contre, il faut appeler à faire attention et à avoir les bons réflexes s'il y a une agression ou ces histoires de piqûres. Le phénomène qui en rappelle tout un tas finalement d'autres agressions, celles chimiques notamment, le GHB dans les verres, tu nous en parlais justement Enzo il y a un instant, ça pose quand même des questions. Est-ce qu'on continue à faire la soirée ou est-ce qu'on continue à aller en soirée ou au contraire il faut maintenant rester super prudent? C'est quoi concrètement les signes à adopter désormais en concert mais également dans les bars dansants et dans les boîtes de nuit? La première des choses, c'est tous mes vœux de soutien, en tout cas, à cette jeune fille, parce que c'est une épreuve qui, on le sait, est difficile. C'est difficile d'en parler, et donc vraiment, je la soutiens à fond. Effectivement, elle a donné des pistes de solutions. C'est la sensibilisation en premier lieu. Il faut alerter les étudiants, il faut alerter les jeunes qui vont en soirée. Il faut aussi faire prendre conscience aux acteurs du monde de la nuit, mais aussi tous ceux qui ont un impact sur cette chaîne d'agression, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les policiers, les forces de l'ordre, pour leur montrer que c'est un phénomène qui effectivement n'est pas isolé, qui a tendance à se multiplier et pour autant rien n'est mis en place derrière. Donc nous on a des solutions qu'on propose à nos associations pour les accompagner. On ne peut pas dire à des étudiants venez en soirée avec une armure parce que comme ça vous ne vous ferez pas piquer, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en même temps, on ne peut pas créer aussi un effet de psychose, même si aujourd'hui, puisque c'est essentiellement des victimes féminines, beaucoup d'entre elles ne veulent déjà plus sortir. Donc nous, ce qu'on propose, c'est des kits à disposition des acteurs du monde de la nuit pour leur expliquer ce que c'est, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place. C'est des choses assez simples, des contrôles pour savoir puisque les seringues sont cachées, donc détecteurs de métaux, ce genre de choses, des fouilles un peu plus approfondies. Mais vraiment, il faut en parler. Alors aujourd'hui, on parle de piqûres, mais pas toujours de substances détectées dans les tests que ces victimes ont pu faire, parce qu'on n'a pas forcément assez de recul sur les prises de sang, notamment avec le VIH et toutes les maladies sexuellement transmissibles. Et vous, la Fédélor, vous dites que la prise en charge de victimes est marginale et inadaptée. Expliquez-nous. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand une victime elle se fait agresser par piqûre, par GHB, souvent elle est dans un contexte alcoolisé, festif. Et la première des réponses des pouvoirs publics, donc quand on appelle le SAMU ou la police, c'est vous êtes en état d'ivresse, donc soit on ne se déplace pas, soit on vous met en cellule de dégrisement. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est assez grave. Parce que ces victimes-là, le temps qu'elles se retournent et qu'elles aillent à l'hôpital, il est trop tard. Le GHB a disparu, elles n'ont plus de traces, elles ne peuvent pas identifier qui est leur agresseur. Donc ça, c'est un problème. Et puis, au-delà de ça, elles n'ont pas accès à un certain nombre de soins, de traitements post-exposition. Pour le VIH, on en a parlé. Les seringues, on ne sait pas d'où elles viennent. Ça, c'est quelque chose aussi assez grave, qui peut être stressant, traumatisant. Voilà. On parle quand même d'1 millier de plaintes qui ont été déposées depuis février, donc j'imagine que les autorités sont au courant. Est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous allez en boîte de nuit ou en concert? Aujourd'hui, on ne se sent pas forcément en sécurité, qui plus est quand on est une fille. Et encore aujourd'hui, sur les événements festifs là, qui arrivent sur l'été, personne n'en parle. Donc nous, on s'est senti obligé d'alerter les pouvoirs publics parce que, ils ont été assez étonnés de notre courrier, pour être tout à fait honnête. C'est un phénomène qu'ils ne connaissent pas et ils n'ont pas de solution à apporter. Donc pour l'instant, c'est un peu plus du déni pour nous.
En quelques mots, parce il va falloir conclure, et notamment pour cet été avec toutes les fêtes qui vont arriver. Si on est victime dans un concert, dans une boîte ou peu importe l'endroit, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut aller porter plainte, il faut aller aux urgences pour se faire dépister? Ouais, la première chose, c'est de trouver quelqu'un qu'on connaît et lui parler de la situation. Trouver un groupe d'amis des proches, que ce soit un bar, s'il met en place des actions spécifiques. Vraiment, trouver un cadre safe, une safe zone, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour pouvoir être en sécurité et pouvoir être écarté de la soirée. Ensuite, la deuxième chose, effectivement, c'est d'aller porter plainte. Mais avant d'aller porter plainte, il faut aller faire des tests. Même si aujourd'hui, les tests ne détectent qu'une vingtaine de produits, de substances illicites, mais il faut quand même aller se faire dépister, avoir de quoi nourrir un dossier pour éventuellement retrouver l'agresseur et pouvoir ensuite agir en justice et réparer ce préjudice. Merci beaucoup Enzo Zudas, je le plaisir. rappelle, tu es président de la FEDELOR, la Fédération des étudiants de Lorraine, qui appelle, je vous le disais, les pouvoirs publics et le monde de la nuit à agir face aux agressions chimiques en Lorraine. Lui s'appelle Elias Pulkowski, il porte aussi la casquette et la fonction de président, mais celle de la présidence du conseil départemental junior de la Moselle. À 14 ans, il succède à Maëlys Kremer, intronisée la semaine passée dans l'hémicycle du conseil départemental de la Moselle à Metz, comme vous le voyez sur ces images d'Anne-Sophie Cross, notre journaliste. Avec ses homologues, ils se réuniront une fois par trimestre pour présenter leur projet. Faciliter l'accès à la culture des jeunes ou encore développer l'utilisation des pistes cyclables. Mais je pense que le plus important, c'est de donner la parole à tous les jeunes conseillers départementaux pour que tout le monde puisse donner ses idées et mettre en place ses projets. Des propos recueillis par Jean Milon. Qu'est-ce que vous faites cet été? Qu'allez-vous faire au programme? Je vous regarde. Oula, j'ai l'impression que c'est pas anticipé. Vous n'avez pas assez anticipé ma question. Cet été, en tout cas, eux, ils seront à Forbach. 15 jeunes qui vont participer à la coopérative jeunesse de service de Sarthe-Moselle. Alors, à prime abord, comme ça ne vous dit pas grand-chose, mais il va tout nous expliquer sur ce projet. Le principe, pour résumer rapidement, monter une entreprise en quelques jours et la faire vivre. C'est ça? C'est comme ça qu'on peut résumer le projet? C'est tout à fait ça. En fait, du coup, ce projet de coopérative jeunesse de services transfrontalière, du coup, qui a lieu à Forbach et qu'on peut abréger par CJS pour que ce soit peut-être plus pratique, c'est vraiment un projet d'entreprise éphémère qui va durer tout le temps de l'été, donc juillet et août. Et c'est donc un groupe de 15 jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, des Français, des Allemands, qui vont se réunir ensemble et qui vont donc proposer différentes prestations de services à l'ensemble de la population locale, c'est-à-dire la population française, mais aussi allemande. On va en parler justement de ce projet franco-allemand. L'idée, donc on l'a compris, c'est d'initier ces jeunes au monde de l'entreprise. À travers justement de quelle mission? Alors du coup, ils ont beaucoup de missions différentes. En fait, si vous voulez, pendant les 2 premières semaines de l'été, ils vont être formés sur tout ce qui peut être lié au monde de l'entreprise. Vous avez aussi bien tout ce qui est sur la comptabilité, sur le marketing, sur les ressources humaines, mais aussi tout ce qui va être prospection en général et peut-être même d'autres formations certifiantes pour ensuite partir donc sur des prestations telles que le lavage de voitures, telles que le lavage d'immeubles, de la création de meubles en palette ou encore des vidéos de promotion pour l'ensemble des commerçants. Tout un tas finalement de disciplines et C'est d'entreprises qu'on peut retrouver dans la vie courante et la vie quotidienne. Alors c'est la 4e édition cet été. Qu'en ont-ils retenu les candidats de l'année passée? On les écoute. Ça propose plein de nouvelles opportunités. Ça développe un esprit de l'entrepreneuriat et de la motivation aussi. Je ne savais pas quoi faire avant. J'étais un peu perdu avec les études et tout ça, c'est un peu comme tout le monde. Et franchement, ça a donné un coup de boost pour réussir à faire d'autres choses plus tard. J'ai voulu participer au projet parce que moi, déjà au lycée, j'hésitais entre le droit et l'économie. Et j'ai vu dans la CJS une opportunité pour m'initier dans le monde économique et pour ainsi prendre une décision sur quel parcours professionnel m'y mettre dans le futur. On vient de l'entendre, c'est un véritable relais éducatif et social, non, ce projet? Totalement, parce qu'en fait, du coup, avec ce projet-là, vu qu'on initie au monde de l'entreprise, le but, c'est de donner une première expérience à la jeunesse. On a beaucoup de jeunes qui sont encore au lycée et qui vont nous rejoindre, et par le biais de la CJS, on leur fait rencontrer un ensemble d'acteurs du coup du territoire, ce qui peut leur permettre aussi d'élargir leur réseau personnel, mais c'est aussi du coup un projet qui vise justement à sensibiliser aussi la population sur divers sujets. Par exemple, on organise aussi des clean walks pendant la CJS, ce qui peut permettre justement de sensibiliser la population sur la question écologique. Et on a aussi toutes les questions donc, du transfrontalier et de l'économie locale justement qui vont être abordées pendant l'ensemble de l'été. Ah bah justement, transition parfaite avec ma prochaine question. C'est un projet donc franco-allemand. Il y a des particularités, j'imagine, quand on travaille avec deux langues, deux cultures, non? Ça doit être super
formateur, de Effectivement, découvrir une autre culture, une autre économie aussi. Effectivement, c'est un réel défi en fait, et on a beaucoup de choses qui peuvent se faire entre les deux pays, entre la France et l'Allemagne. Ce défi-là, justement, c'est le défi déjà de découvrir la culture de l'autre, parce qu'on habite peut-être à 5 km de différence, mais nos vies ne sont pas du tout pareilles, nos références en général ne sont pas du tout pareilles. Donc déjà ça, c'est un premier apprentissage de vie intéressant, mais après sur l'aspect du monde du travail en lui-même, c'est aussi quelque chose de très enrichissant. Vous avez des lois totalement différentes entre la France et l'Allemagne, ce qui fait aussi que pour les jeunes, prospecter en Allemagne, prospecter en France, c'est pas la même chose, et il faut être bien au fait justement de toutes ces différences pour être efficace ensuite dans le travail. Donc grâce à tout ce qu'on peut faire dans la CJS, ça permet à nos jeunes justement de s'inscrire dans ce modèle transfrontalier, de s'inscrire dans l'Europe actuelle et de pouvoir ensuite s'élargir vers de nouveaux horizons, et notamment pour leur vie future justement espérer pouvoir pourquoi pas un jour travailler en Allemagne comme pouvoir travailler en France. C'est vraiment le but, c'est l'ouverture d'esprit pour chacun. Un bel engagement, on retiendra. Ce projet se déroule du 4 juillet au 31 août, donc si vous n'avez rien à faire cet été, les garçons, c'est le moment ou jamais d'aller vous inscrire, parce que justement, est-ce qu'il reste des places encore pour rejoindre ce groupe de jeunes ? Effectivement, du coup, vu qu'on commence lundi prochain, on est encore en pleine session de recrutement. Je gère ça du coup avec une de mes collègues aussi employée par Cap Entreprendre, l'entreprise porteuse du projet à Forbach. Et donc, si vous voulez nous rejoindre et pouvoir être membre de cette CJS, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. Notre Instagram, du coup, c'est cjs.forbach, et vous avez aussi notre adresse mail sur laquelle on est sans cesse joignable, donc cjs.forbach@gmail.com. Voilà, toutes les infos, plus aucune excuse de ne pas pouvoir prendre contact avec vous. Et il va falloir se dépêcher parce que c'est le 4 juillet. C'est donc ça, ouais, la ça arrive semaine la prochaine, semaine donc ne tardez plus. On va peut-être redonner les petites infos qui vont s'afficher en bas de cet écran. Le mail, c'est cjs.forbach@gmail.com, et le compte Instagram qui s'affiche également en bas de votre écran, cjs.forbach. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces informations. Est-ce que vous aimez les animaux ? Alors, Nicolas, bonus, est-ce que vous aimez les animaux ? Ouais, les chiens ? à fond. On adore les chiens. on adore les chiens. Ça tombe parfaitement bien. Voici tout de suite notre parcours de vie. Notre dernier parcours de vie de la saison nous emmène à la rencontre de Nicolas Zimmer. Il est éleveur-éducateur chez les chiens guides de l'Est. C'est un grand amoureux de ses chiens et vous risquez vous-même d'être très jaloux et de vous reconvertir. Regardez. Cherche. Ouais. Allez, rapporte. Ouais. Exercice réussi pour Poquito. Ce mâle labrador de 7 mois est en plein travail pour devenir chien guide. Allez, cherche le harnais, bonhomme. Vas-y. Non. Oui, ça c'est bien. On leur apprend les choses qu'ils peuvent faire, les choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et pour eux, ça leur donne vraiment un repère, un cap à tenir. Et ce qui permet de maintenir leur bien-être tout le temps. À l'extérieur, notre élève éducateur a réservé à Poquito un exercice grandeur nature. Allez, mon chien. Une série d'activités artificielles pour l'habituer à prendre des décisions au bon moment. J'ai posé les plots en aléatoire, j'en ai fait tomber, j'ai créé un chemin. Donc c'est à lui de se repérer dans tout ça, de me proposer la solution. Il y a plein de solutions possibles sur ce parcours, donc j'en attends pas une en particulier, j'attends juste qu'il me fasse traverser les obstacles en sécurité. Se déplacer en toute sécurité et fluidité, Nicolas travaille ses exercices tous les jours. Gérer les obstacles, les trottoirs, indiquer au maître l'arrivée aux lignes, des situations quotidiennes qui changent la vie des personnes aveugles et malvoyantes. Super chien ça. Voilà, le chien m'indique la descente de trottoir, qui est un danger. Je lui ai pas demandé de la rechercher, je pouvais lui demander de la rechercher, mais c'est aussi à lui de répondre aux ordres que vont lui donner l'environnement. Pour arriver à une autonomie complète, 10-12 mois d'éducation sont nécessaires. Le chien a aussi besoin d'apprendre à répéter le travail tout en gérant les distractions. Donc les distractions, ça va être les chiens, les chats, les oiseaux, les humains, tous les types d'odeurs qu'on va avoir et aussi toute la circulation. Voilà, ça c'est la vie réelle et il doit apprendre à travailler dans la vie réelle. Tous les jours, Poquito s'améliore, de quoi rendre fier Nicolas. Voir son chien, qu'on a travaillé pendant 10 mois, guider une personne, le faire à la perfection, la maintenir en sécurité, c'est génial. Depuis notre tournage, Poquito a rejoint une famille. Nicolas, lui, continue l'éducation des chiens pour offrir toujours plus d'autonomie aux personnes déficientes visuelles. Mais qu'il est adorable. Regardez sur ces images. Oh là là, il dort. On va peut-être prendre quand même des nouvelles de Poquito, hein, parce que ce reportage a été tourné il y a quelques semaines, voire même plusieurs mois. Comment va-t-il ? Poquito va très bien. Alors, il est actuellement chez une dame qui habite du côté de Boulay et il fait son travail à merveille. Il a l'occasion de voyager, il va faire des rencontres à Paris,
C'est génial pour lui. C'est génial, il vit sa best Sa life, meilleure, comme diraient les jeunes. Aujourd'hui, tu nous as ramené un autre chien, c'est Sherlock, c'est un nouveau chien que tu es en train d'éduquer, de former. Quel âge a-t-il? Alors Sherlock, il a 1 an et demi, donc je suis en train de l'entraîner actuellement. Ça fait 4 ou 5 mois qu'il est avec moi à peu près. Tout se passe bien. Pas le meilleur élève, il est un peu déconcentré, mais... Bon, en tout cas, là, il dort plutôt bien, mais on va le réveiller en fin d'émission parce qu'on va le faire un petit peu travailler. Mais avant, on va parler de toi. Ouais. On l'a vu dans ce reportage et on va le voir avec toutes ces images qui vont arriver. C'est ce lien fort que tu as pu nouer avec justement tes chiens. Raconte-nous comment tu caractériserais un petit peu ce lien justement qu'on voit à l'antenne. Alors moi, ce que j'aime dire, en fait, c'est que c'est plutôt un lien de coopération. Je nous vois vraiment comme des coéquipiers. Sherlock ou Poquito, peu importe, ils sont amenés à aider des personnes, donc ils sont amenés à leur donner beaucoup de choses. Moi je pars du principe que du coup c'est à nous en tant qu'être humain et aussi à la personne qui l'aura plus tard de pouvoir lui donner un retour et de combler ses besoins primaires. Donc pouvoir le sortir, le faire jouer avec les copains, le faire des balades en forêt, qu'il puisse renifler, grignoter, voilà. Vraiment l'échange entre les deux personnes. L'éducation dure quand même 10-12 mois, ce n'est pas rien. J'imagine que quand tu dois te séparer du chien avec qui tu as vécu tous les jours quasiment, c'est compliqué ou pas? Alors pour le coup, c'est vraiment comme un ami. On est content quand il part, on est content quand il revient. Le déchirement. C'est des chiens qu'on revoit régulièrement, 1 fois par an minimum. Donc voilà, la cassure n'est pas totale, mais pour le coup, quand on voit le résultat, on peut être que fier et ça enlève de la douleur. Pourquoi avoir voulu devenir éducateur? Alors de base, moi je suis fan des chiens. J'ai fait une reconversion professionnelle pour pouvoir travailler avec les chiens, ce qui m'a emmené au chien guide. Et avec l'expérience, les personnes rencontrées, en fait, le coup de foudre pour l'accompagnement des personnes déficientes visuelles, ce qui m'a amené à passer le cap des 4 ans de formation qu'il y a pour devenir éducateur de chien guide. Et voilà, je suis dans ma 3e année et je suis content. Moi, je trouve ça personnellement très très fort parce que je vais vous raconter ma vie, mais j'ai un chihuahua et ça fait 4 ans et j'arrive toujours pas à lui dire il faut se mettre assis. D'accord. Alors quand moi je vois qu'il arrive à détecter un passage piéton, je me demande mais c'est quoi ce mystère? Comment on arrive à dresser aussi bien un chien? Et toi, tu parles surtout d'éducation positive. Oui. Ça veut dire quoi? Alors l'éducation positive, c'est le fait de maintenir un maximum le chien en bien-être pendant qu'on lui apprend des choses. C'est des méthodes qui ont évolué avec le temps et qui tendent de plus en plus vers le positif. Donc on va amener l'éducation de manière ludique avec des jeux, des caresses, des récompenses gustatives. Voilà, on va chercher vraiment la motivation du chien et c'est comme ça que lui va apprendre. Il va apprendre, répéter pour pouvoir avoir sa récompense. Bon, j'imagine qu'il y a tout un tas de techniques pour dresser un chien. Est-ce qu'il y en a une plus compliquée qu'une autre? Ou c'est bien en fonction du chien? Alors pour le coup, je pense que c'est vraiment à la sensibilité de chaque éducateur et à la sensibilité de chaque chien. Il existe 4 principes fondamentaux pour apprendre quelque chose à un chien, mais qui se déclinent en 1 million de techniques différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, en fait, c'est vraiment le résultat et comment on va l'appliquer au chien qui va compter. Bon, Nicolas, est-ce que ça te dit qu'on te fasse un petit peu travailler avec ton chien? Bah oui, je veux bien. Allons-y. Alors, on va faire une petite démonstration. Alors, on est quand même en plateau avec des lumières, avec des caméras, situation peu banale quand même pour notre petit chien. Alors, prenons une chaise que j'installe. On se réveille. Ouais. Alors là, on vient de le réveiller. Ouais, il va falloir qu'il connecte les neurones là pour le coup. Alors là, concrètement, c'est quoi la technique que tu vas nous faire? Donc voilà, là l'idée en fait, c'est que Sherlock puisse montrer à une personne déficiente visuelle où se trouve un siège et où se trouve l'assise de ce siège. Donc tout simplement, elle va demander à Sherlock de chercher le siège. Sherlock, cherche le siège. Allez bonhomme, cherche. Le chien va poser sa tête, il s'étire en même temps. La personne va suivre de la main jusqu'au museau la ligne de dos du chien et va pouvoir trouver l'assise. Et ensuite s'asseoir. Exactement. Sherlock, c'est bien. Donc voilà, l'idée c'est qu'on met fin au comportement avec une petite récompense. Moi je le gratouille un peu. Et il est content de le faire. Et il est tout content. Exactement. Voilà. Bon bah bravo Sherlock. Bah, il est top. Il est prêt à être mis à une famille. Il lui reste encore combien de temps là d'éducation? En théorie, il lui reste 6 mois. Après, ça dépend de l'évolution des chiens. Des chiens qui sont plus rapides que d'autres. Mais voilà, on va dire 6 mois. Merci beaucoup Nicolas. Merci également à Sherlock d'être venu avec nous. Il va se remettre assis, regardez, il va se reposer.
Ah, c'est bon, il va faire une petite visite, du plateau. Merci en tout cas à vous trois d'avoir été à mes côtés. Merci également à vous pour votre plus grande fidélité. Oui, c'était la dernière de la saison. 23 émissions passées à vos côtés, des dizaines, voire même des centaines de jeunes qui ont pu s'exprimer dans 100% jeunesse. Merci à toute l'équipe qui a été à mes côtés. Lola, Lorraine, Gabi, Cyril, Pierre, Renéane. Merci également à la rédaction et merci à Moselle TV pour sa plus grande confiance. Bonne nouvelle, car on ne se dit pas totalement adieu. On se retrouve pour une 3e saison. Ça revient dès la fin août. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour tout savoir la date à laquelle on va se retrouver. Moi, avant ça, je vous dis de passer un excellent été et j'ai déjà hâte de vous retrouver. À la prochaine. Salut.